Tu penses trop comme tout le monde. C'est pour cela que tu perds. Tu réagis au lieu d'anticiper. Tu t'indignes au lieu de calculer. Et tu crois que ton émotion prouve ta sincérité, alors qu'elle trahit ta faiblesse. Ceux qui règnent ne ressentent pas comme toi. Ils observent, ils attendent. Et quand ils frappent, il est trop tard. Cette vidéo ne t'apprendra pas à simuler le calme. Elle va t'apprendre à le devenir, à penser froidement, à désactiver ce chaos intérieur que la foule appelle authenticité. Car la vérité, c'est que tu ne peux pas penser comme un maître si tu continues à ressentir comme un esclave. Écris en commentaire « Je veux apprendre à penser froidement ». Abonne-toi maintenant si tu veux comprendre ce que peu d'hommes découvrent un jour. Reste bien jusqu'à la fin, car une vérité interdite t'y attend. Une révélation que les esprits faibles refusent d'affronter. Depuis les premiers empires, la capacité à penser sans émotion a toujours été l'arme des puissants. De Sun Tzu à César, de Machiavel à Napoléon, les vrais leaders ne se sont jamais laissés gouverner par le tumulte intérieur. Ils ont compris une chose que le peuple refuse encore d'admettre. Les émotions ne sont pas des guides, elles sont des pièges. À la Renaissance, Machiavel choque l'Europe chrétienne en affirmant que l'homme d'État ne doit pas chercher à être bon, mais à être utile, froid, lucide, stratégique. Cette pensée fut diabolisée, censurée, rendue honteuse par des siècles de morale populaire. Pourtant, elle n'a jamais disparu. Elle s'est simplement cachée dans les recoins silencieux des cercles de pouvoir. Et aujourd'hui, à l'heure où la société glorifie l'instant, l'impulsif et le visible, cette sagesse ancienne revient comme une nécessité vitale. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Ce n'est pas la force brute qui distingue les maîtres du pouvoir, c'est leur manière de penser, froide, chirurgicale, imperméable au vent de l'opinion. Tu ne peux pas régner avec un esprit tremblant. Tu dois le forger comme une lame. Chaque pensée devient un mouvement intérieur, et le premier de ces mouvements est ce que j'appelle un réflexe glacial. Le réflexe glacial que tu dois développer, c'est celui qui coupe la connexion entre l'émotion et la décision. Tant que tu ressens avant d'agir, tu restes vulnérable. Mais le maître, lui, inverse le processus. Il agit, puis il ressent, s'il le faut. Ce réflexe n'est pas naturel, il se construit. Il demande un entraînement de l'esprit à devenir observateur, à suspendre le jugement immédiat. Ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est l'absence de soumission à l'émotion. C'est ce moment où tu entends la critique, mais tu ne réagis pas. Tu vois la provocation, mais tu ne bouges pas. Tu ressens l'injustice, mais tu restes droit. Le froid n'est pas une carence, c'est une armure. Celui qui maîtrise le réflexe glacial entre dans un autre niveau de lecture des événements. Il n'est plus réactif, il est stratégique. Il ne fuit plus les conflits, il les accueille en silence pour mieux les disséquer. Tu crois que cette froideur est inhumaine, mais elle est le seul moyen de ne pas devenir une marionnette. Car à chaque fois que tu réagis par réflexe émotionnel, quelqu'un te manipule. Quelqu'un t'a prédit, t'a calculé, t'a utilisé. Le réflexe glacial est ce mur invisible entre ce que tu ressens et ce que tu décides. C'est le vide stratégique entre le coup que tu reçois et la réponse que tu choisis. Ce n'est pas l'absence de cœur, c'est l'affirmation de ton pouvoir intérieur. Celui qui agit sous l'émotion s'expose. Celui qui reste froid devient opaque. Et c'est l'opacité qui crée la peur, le respect et l'incompréhension. Si tu veux un jour être au-dessus du tumulte, tu dois désactiver ce lien immédiat entre affect et réaction. Tu dois devenir ce silence impénétrable que l'on ne peut plus troubler. C'est dans ce vide que commence ta domination. Le masque stratégique que tu dois porter n'est pas un mensonge, c'est une forme supérieure de vérité. C'est une vérité que tu gardes pour toi, que tu refuses de livrer à la foule. Tu ne dois pas tout montrer, car tout ce que tu montres peut être utilisé contre toi. La transparence est un piège moderne. On t'a appris à être authentique, à tout partager, à exprimer ton état intérieur. Mais les maîtres du pouvoir ne se livrent jamais. Ils calculent ce qu'ils révèlent. Le masque stratégique n'est pas une trahison de soi, c'est une défense. Il crée une frontière entre ton essence et le monde. Quand tu entres dans une pièce,
tu ne viens pas en tant qu'émotion brute. Tu viens avec un rôle, une posture, un silence calculé. Tu fais croire que tu es touché alors que tu es ailleurs. Tu souris, mais tu penses. Tu consens, mais tu analyses. Porter ce masque, c'est ne plus réagir en surface. C'est détourner les regards, brouiller les pistes, créer l'ambiguïté nécessaire à ta survie mentale. Car dans un monde de regards voraces, celui qui se montre nu se fait dévorer. Le masque stratégique est l'outil de celui qui a compris que l'humain est prédateur. Il ne s'agit pas de devenir manipulateur, mais d'être imprévisible. De ne pas laisser le monde lire en toi comme dans un livre ouvert. Le leader ne dit pas ce qu'il pense. Il dit ce qui active les autres. Il ne montre pas ce qu'il ressent. Il montre ce qui sert ses desseins. Si tu veux penser froidement, tu dois apprendre à jouer ce double jeu silencieux. Tu n'as pas besoin d'être sincère avec tout le monde. Tu dois être aligné avec toi, mais illisible pour eux. Car dans ce théâtre qu'on appelle la vie sociale, le masque est moins une option qu'un rempart. Et plus ton masque est calme, plus ta vérité intérieure devient puissante. Le verrou mental que tu dois sceller, c'est celui qui empêche le chaos extérieur d'entrer en toi. Tu ne contrôles pas ce que les autres disent, font ou projettent, mais tu peux empêcher leur poison de t'atteindre. Tant que ton esprit est perméable aux paroles, aux regards, aux climats émotionnels, tu restes à leur merci. Le verrou mental, c'est cette capacité à entendre sans absorber, à voir sans s'impliquer, à rester stable alors que tout s'agite autour de toi. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'hygiène mentale. Le vrai leader ne laisse personne avoir un accès direct à son intériorité. Il observe les comportements, mais il filtre les intentions. Il entend les mots, mais ne leur donne pas de pouvoir s'ils ne servent pas sa stratégie. Le verrou mental n'est pas une fermeture émotionnelle. C'est une sélection, un filtre brutal entre ce qui mérite ton attention et ce qui doit être rejeté. C'est ce qui te permet de rester droit quand la foule vacille, d'avancer quand les autres s'arrêtent pour commenter, critiquer ou s'apitoyer. Il y a dans ce verrou une solitude, oui. Mais c'est une solitude souveraine, celle de l'esprit qui n'est plus affecté par les stimulations aléatoires du monde. Et tu verras qu'une fois ce verrou actif, les autres changent de ton. Ils sentent qu'ils ne peuvent plus te perturber, plus te lire, plus te bouger. Ils reculent. Car l'humain cherche toujours des points d'entrée. Si tu deviens lisse, fermé, calme, tu deviens infranchissable. Et cette infranchissabilité est un pouvoir. Ne cherche pas à convaincre. Ne cherche pas à répondre. Ferme, filtre, reste dans ton axe. Car ce monde appartient à ceux qui savent verrouiller leur esprit, comme une forteresse invisible. La tactique du silence que tu dois adopter n'est pas une fuite, c'est une maîtrise supérieure de l'espace mental. Tu n'as pas besoin de répondre à tout. Tu n'as pas besoin de te défendre, ni de réagir à chaque attaque. Car dans ce monde bruyant, celui qui garde le silence crée l'inquiétude. Il devient une énigme, une tension, un mystère. Les leaders ne parlent pas pour apaiser les autres. Ils se taisent pour les désarçonner. Ils savent que le silence est une arme, une lame invisible qui coupe les attentes, qui brise les projections. Quand tu choisis de te taire, tu reprends le contrôle. Tu laisses l'autre dans son vide. Tu le laisses parler, s'exposer, se perdre. Et toi, tu restes dans l'ombre, présent mais impénétrable. La tactique du silence, c'est refuser de nourrir l'agitation, refuser de jouer le jeu du drame, du commentaire, du bruit. Tu n'as pas besoin de justifier ton calme. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton retrait. Car plus tu parles, plus tu t'affaiblis. Plus tu expliques, plus tu laisses des traces. Celui qui parle trop s'expose. Celui qui se tait contrôle la narration. Dans ce monde, on t'a appris que le silence est un manque. C'est faux. Le silence est une stratégie, une façon de laisser l'autre s'épuiser pendant que tu restes maître de toi. Tu veux devenir froid, intouchable? Apprends à ne pas répondre, à ne pas commenter, à ne pas réagir. Laisse le monde hurler. Et toi, écoute, car dans ce calme apparent, tu bâtis une force que personne ne pourra décrypter. Le 5e réflexe que tu dois cultiver, c'est le froid miroir. C'est cette capacité à te regarder toi-même, sans illusion, sans justification, sans défense.
La foule se ment à elle-même. Elle se raconte des histoires pour survivre, pour se consoler, pour se plaindre. Mais le maître du pouvoir, lui, veut voir. Il veut tout voir, y compris ce qu'il déteste. Il veut observer ses peurs, ses failles, ses envies inavouées. Car tant que tu refuses de regarder en face ce qui est laid en toi, tu restes à sa merci. Le froid miroir n'est pas là pour t'accuser. Il est là pour te libérer. Il t'arrache aux histoires que tu te racontes. Il t'oblige à dire « Voilà ce que je suis. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je cache. » Et c'est dans cette nudité mentale que naît la vraie puissance. Tu ne seras jamais fort tant que tu continues à te maquiller intérieurement. Tant que tu crois que tu es gentil, que tu es bon, que tu es pur, tu restes dans le brouillard. Mais quand tu acceptes la noirceur de tes intentions, quand tu vois la complexité de tes désirs, alors tu deviens conscient, tu deviens lucide. Et cette lucidité est glaciale, oui, mais elle est libératrice. Regarde-toi comme un ennemi t'observerait. Regarde-toi sans indulgence, sans drame, juste avec exactitude. Et tu verras que tu portes en toi toutes les armes dont tu as besoin, mais que tu ne les utilises pas parce que tu refuses de les reconnaître. Le froid miroir, c'est le début de la transformation. Tu ne peux pas manipuler le monde si tu continues à te manipuler toi-même. Commence donc par affronter ton propre regard, puis regarde le monde sans trembler. Le 6e réflexe que tu dois imposer à ton esprit, c'est le gel de l'attente. Tant que tu attends une réaction, un retour, une reconnaissance, tu restes dépendant. Et tant que tu es dépendant, tu n'es pas libre. Celui qui pense froidement ne pense pas en fonction des autres. Il pense en fonction d'un axe intérieur qui ne varie pas selon les applaudissements ou les critiques. Le gel de l'attente, c'est ce mécanisme invisible qui t'empêche de chercher une validation. Tu fais ce que tu as à faire. Tu avances. Tu imposes ton rythme. Tu n'as besoin de personne pour te dire que tu as raison. Tu n'as pas besoin d'un signal extérieur pour te rassurer. L'attente est une faiblesse, une fissure mentale. Elle donne du pouvoir à ceux qui ne t'en veulent pas toujours du bien. Si tu attends un message, un regard, un accord, tu tends la main vers l'extérieur. Mais celui qui règne ne tend jamais la main. Il garde les bras croisés et le regard fixe. Il agit, il tranche, il construit. Mais il n'attend pas. Car chaque attente non comblée devient une blessure. Et chaque blessure nourrit le doute. Le gel de l'attente, c'est ce moment où tu refuses d'être en position de demande. Tu changes de posture intérieure. Tu ne veux plus que les choses te soient données, tu veux les prendre. Tu ne veux plus être choisi, tu choisis. Tu n'espères plus, tu observes. Et dans ce regard détaché, froid, ferme, tu récupères ce que l'attente t'avait volé, ta souveraineté. À toi maintenant d'écrire en commentaire « Je ne veux plus rien attendre de personne ». Cette phrase seule peut devenir ta frontière invisible. Car quand tu cesses d'attendre, tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité est la première qualité de ceux qu'on ne contrôle pas. Le 7e réflexe que tu dois ancrer dans ta pensée, c'est le détachement du résultat immédiat. L'homme faible juge tout à partir de l'instant. Il veut voir aujourd'hui les fruits de ses efforts. Il veut une récompense visible, rapide, gratifiante. Mais la pensée froide, elle, calcule à long terme. Elle sème en silence. Elle attend sans impatience. Elle agit sans demander l'effet. Le leader ne construit pas pour être aimé, ni pour être compris. Il construit parce qu'il a vu loin, et cette vision lui suffit. Le détachement du résultat immédiat, c'est cette posture mentale où tu acceptes de ne pas récolter tout de suite, ni même d'être applaudi. Tu ne vis pas pour valider chaque étape, tu vis pour accomplir un dessein global que les autres ne peuvent pas encore voir, et cela exige de la froideur, car ton entourage te dira que tu échoues, tes efforts seront invisibles, ton impact sera incompris. Mais justement, c'est ce qui rend ta trajectoire puissante. Tu avances dans un brouillard que toi seul perces. Tu continues alors que tout semble inutile. Et c'est ce calme-là qui fait peur. Le monde moderne est intoxiqué à l'instantané. Mais toi, tu penses comme un maître. Tu construis une forteresse, pierre par pierre, sans bruit, sans besoin de validation. Tu regardes la chute apparente avec un sourire intérieur, parce que tu sais ce que tu bâtis. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, c'est la foi froide dans ta vision. Tu acceptes le rejet,
tu acceptes le vide, tu acceptes le temps, et en retour, tu obtiens ce que les pressés ne verront jamais, l'inébranlable. Quand tu n'attaches plus ta valeur aux résultats visibles, tu deviens libre de créer sans limite. Et c'est dans cette liberté que tu domines tous ceux qui courent après des preuves. Penser froidement n'est pas seulement une stratégie, c'est une mutation intérieure. Car plus tu avances, plus tu entres en conflit avec ce que tu croyais vrai. Il ne suffit plus de se protéger des émotions. Tu dois maintenant affronter les contradictions qui composent ton esprit. Chaque paradoxe mental que tu vas découvrir te forcera à choisir entre lucidité et confort. Le premier paradoxe mental que tu dois intégrer, c'est que l'absence d'émotion peut être un acte d'amour. On t'a toujours appris que ressentir, c'était aimer, que l'émotion prouvait la sincérité. Mais parfois, la seule façon d'aimer, c'est de ne plus ressentir. Car certaines situations exigent que tu t'éteignes intérieurement pour protéger ce que tu construis. Le père qui se tait pour ne pas écraser son fils. L'ami qui s'éloigne pour ne pas entraîner l'autre dans sa chute. Le leader qui ne flanche pas pour que les autres gardent le cap. L'absence d'émotion apparente est souvent le plus grand des sacrifices. Ce n'est pas un vide, c'est un choix. Tu crois que la froideur est une trahison? Parfois, c'est une protection. Quand tu refuses de céder à l'angoisse, au désespoir, à la panique, tu offres aux autres un pilier. Un espace de calme où ils peuvent encore respirer. Et tu verras que ce masque de calme, ce silence intérieur, ce verrou émotionnel, c'est aussi une manière d'aimer. Aimer sans dépendre. Aimer sans contaminer. Aimer sans imploser. Ce paradoxe est difficile à vivre car il donne l'impression de se trahir soi-même. Tu te sens vide, distant, dur. Mais tu oublies que cette distance est parfois ce qui sauve. Tu crois que tu dois t'effondrer pour prouver ta loyauté? Non. Le vrai amour, parfois, c'est de ne pas sombrer avec ceux qu'on aime. C'est de rester froid quand ils brûlent, de rester droit quand ils tombent, de garder la tête claire quand leur monde s'écroule. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une forme supérieure de responsabilité. Et seul un esprit détaché peut porter ce poids sans haine, sans regret, sans besoin de reconnaissance. Penser froidement, ici, ce n'est pas renoncer à l'amour. C'est aimer autrement. C'est aimer avec un contrôle total sur l'effondrement intérieur. Le deuxième paradoxe mental que tu dois accepter, c'est que plus tu te détaches de ce que tu veux, plus tu as de pouvoir sur ce que tu veux. La plupart des gens croient que désirer avec intensité permet d'obtenir plus rapidement. Mais le désir visible est une faiblesse. Il te rend lisible, prévisible, manipulable. Celui qui veut trop est toujours à genoux face à ce qu'il convoite. Tu crois que ton désir est un moteur, mais dans le domaine du pouvoir, c'est un signal d'esclavage. Le maître ne désire pas avec frénésie. Il désire avec distance. Il observe, il calcule, il attend. Il n'est pas attaché au résultat. Il est prêt à tout perdre pour conserver sa position intérieure. Et c'est cette absence de dépendance qui l'élève. Car le monde te donne rarement ce que tu veux. Il te donne ce que tu n'as pas besoin de posséder. Il te donne ce que tu es prêt à perdre. Plus tu te détaches, plus tu fais peur. Plus tu lâches prise, plus tu deviens libre. Et dans cette liberté, tu acquiers une force étrange, celle de ne plus courir après, mais de faire venir. Ceux qui pensent froidement ne s'acharnent pas. Ils orchestrent, ils créent les conditions où l'objet du désir se présente de lui-même. Car il n'y a rien de plus attirant pour le monde que quelqu'un qui ne le supplie pas. Ce paradoxe est inconfortable. Il va contre tout ce qu'on t'a appris. Tu crois qu'il faut vouloir plus fort. Mais la vérité, c'est qu'il faut vouloir moins, mais mieux, froidement, stratégiquement. Et si cela ne vient pas, alors tu regardes ailleurs, sans drame. C'est dans ce silence intérieur que le monde commence à fléchir. Celui qui désire, sans montrer, sans supplier, sans attendre, finit par prendre sans bruit ce que les autres n'obtiendront jamais. Le troisième paradoxe mental que tu dois affronter, c'est que l'inaction peut être plus puissante que l'action. Dans une société obsédée par le mouvement, on te pousse à réagir, à répondre, à agir vite. Mais l'homme froid
sais que l'inaction n'est pas une faiblesse. C'est une décision calculée. C'est un piège tendu. C'est un terrain qu'on laisse se découvrir. Quand tu ne bouges pas, tu obliges l'autre à montrer ses cartes. Tu lui laisses le poids du choix, la fatigue de l'initiative, l'exposition de la première attaque. L'inaction te protège. Elle crée le vide. Elle trouble. Elle épuise celui qui s'attendait à une confrontation. Elle rend fou l'agité. Tu crois que tu perds du temps. Mais en vérité, tu gagnes de l'avantage. Car dans le silence, tu observes mieux. Dans l'immobilité, tu prépares. Et quand tu frapperas, ce sera sans hésitation, sans exposition, sans gaspillage. L'homme stratégique ne fait pas plus. Il fait juste ce qu'il faut. Et ce qu'il faut parfois, c'est attendre. C'est laisser les autres s'user. C'est laisser les événements se dévoiler. C'est rester invisible jusqu'au moment exact. Ce paradoxe est brutal pour l'ego, car il donne l'impression de ne pas exister. Mais c'est justement ce silence qui fait peur. Quand tu ne réponds pas, tu deviens une menace imprévisible. Quand tu ne participes pas au jeu, tu en casses les règles. Et ceux qui vivent dans le bruit ne supportent pas celui qui vit dans le retrait. Si tu veux penser comme un maître, tu dois apprendre à ne rien faire. Pas par paresse, mais par supériorité. Ne pas réagir, c'est parfois régner. Ne pas bouger, c'est parfois conquérir. Et ne rien dire, c'est parfois écraser. Le quatrième paradoxe mental que tu dois comprendre, c'est que la vulnérabilité visible peut être une forme de domination. Tu crois que montrer ta force t'élève. Mais parfois, c'est montrer ta faiblesse avec précision qui te rend intouchable. Car celui qui contrôle son exposition contrôle aussi la lecture qu'on fait de lui. Montrer une faille peut désarmer l'adversaire. Faire croire que tu es touché peut détourner l'attention. Admettre un défaut peut rendre ton silence encore plus inquiétant. La vraie force ne se cache pas toujours derrière un masque d'invincibilité. Elle se cache parfois dans la gestion parfaite de ce qu'on montre et de ce qu'on tait. Le maître du pouvoir n'est pas toujours celui qui impressionne par sa dureté. C'est aussi celui qui trouble par sa sincérité dosée. La vulnérabilité peut devenir une stratégie si elle est choisie, orientée, dosée. Tu crois que te montrer affaibli te met en danger. Mais si tu le choisis, si tu le cadres, tu diriges la perception. Et diriger la perception, c'est diriger le jeu. Dans un monde de masques, celui qui se montre nu de manière contrôlée devient dangereux, car il échappe aux catégories, il dérange les stratégies prévisibles. Ce paradoxe est difficile à accepter, car il t'oblige à jouer avec ce que tu détestes. Mais si tu l'assumes, si tu l'orientes, tu peux retourner n'importe quelle situation. Penser froidement, ici, c'est utiliser même ce qui semble faible comme une arme. C'est transformer la transparence en poison subtil. Et c'est dans cette maîtrise de la faiblesse que réside un pouvoir supérieur à la force brute. Le cinquième paradoxe mental que tu dois intégrer, c'est que l'indifférence peut être plus violente que la haine. La haine lie. Elle dit à l'autre, « Tu m'as touché, tu occupes mon esprit, tu fais partie de mon monde. » Mais l'indifférence brise tout lien. Elle nie l'existence même de l'autre. Elle crée un vide total, une absence de résonance. Et c'est ce vide qui détruit. Celui qui te hait continue à danser autour de toi. Il te donne de l'énergie, même négative. Mais celui qui t'ignore vraiment te raye du réel. Il n'y a plus de jeu, plus de tension, plus de confrontation. Il n'y a que le silence. Et ce silence est insupportable, car l'humain préfère être haï que d'être ignoré. Penser froidement, ici, c'est comprendre que tu n'as pas besoin de punir, ni de répondre, ni de te venger. Tu dois simplement retirer ton attention, ton énergie, ta présence. Tu crois que la haine est une manière de te faire respecter, mais l'indifférence, elle, est une manière de disparaître tout en écrasant, de t'effacer tout en dominant. Ce paradoxe te libère. Tu n'as pas besoin de crier pour imposer. Tu n'as pas besoin de réagir pour exister. Tu n'as besoin de rien. Car celui qui choisit le silence total devient un vide que les autres ne peuvent plus remplir. Et ce vide devient un mur, un rejet absolu. Tu veux devenir maître de toi? Apprends à ignorer sans haine, à oublier sans colère, à te retirer sans bruit. Tu verras que cette distance est plus violente que 1000 attaques. Le sixième paradoxe mental
que tu dois embrasser, c'est que le contrôle total naît souvent d'un abandon intérieur. Tant que tu veux tout maîtriser par la force de ton ego, tu restes prisonnier de ce que tu essaies de dominer. Mais quand tu lâches le besoin de tout comprendre, tout contrôler, tout diriger, tu entres dans un calme absolu. Ce calme n'est pas une fuite. C'est une posture de confiance froide. Tu n'as plus besoin d'ajuster chaque détail, ni de prévoir chaque mouvement. Tu laisses venir, tu laisses passer, tu laisses tomber ce qui résiste. Et étrangement, c'est à ce moment-là que le monde commence à obéir. Car ton relâchement devient magnétique. Tu n'insistes plus, tu imposes. Tu ne forces plus, tu attires. Ce paradoxe heurte l'esprit stratégique mal formé. Il croit que tout dépend de lui. Mais le vrai stratège sait que certaines forces ne peuvent être activées que dans le vide. Il prépare, oui. Il agit, bien sûr. Mais il n'est pas dans l'obsession du résultat immédiat. Il agit, puis il oublie. Il donne, puis il se retire. Il construit, puis il laisse la structure respirer. Ce n'est pas une démission, c'est une domination subtile, une manière de faire confiance à ce qui dépasse ton entendement sans cesser de rester maître de ton axe. Tu veux diriger des projets, des hommes, des batailles? Apprends d'abord à te retirer de l'obsession du contrôle. Ne confonds pas vigilance et crispation, car plus tu seras détendu dans ton esprit, plus les autres sentiront ta force. L'homme froid n'a pas besoin d'exercer un contrôle visible. Il devient lui-même un centre gravitationnel, et tout s'aligne autour de lui, sans effort apparent. Ce paradoxe ne s'apprend pas. Il se vit. Il naît quand tu as tout tenté, tout forcé, et que tu comprends enfin que la vraie maîtrise ne passe pas par la tension, mais par la souveraineté invisible du relâchement. Le 7e paradoxe mental que tu dois affronter, c'est que la solitude peut devenir ton seul espace de clarté. Tu as peur d'être seul, parce qu'on t'a appris que l'isolement est un signe d'échec, de rejet, de déséquilibre. Mais la vérité, c'est que tant que tu es constamment entouré, ton esprit reste parasité. Chaque regard, chaque mot, chaque présence déforme ton axe intérieur. Le bruit social t'empêche d'entendre ta propre voix. Le frottement constant avec le monde émousse ta pensée. Le leader froid comprend que la solitude n'est pas un refuge, mais un laboratoire. C'est dans l'éloignement que les idées se clarifient. C'est dans le vide que la stratégie naît. C'est dans le silence que la vérité intérieure émerge. Tu veux penser comme un maître? Coupe. Disparais. Marche seul, non pas pour fuir, mais pour entendre ce que le monde étouffe. Tu verras que dans la solitude, les peurs remontent, les questions surgissent, les anciennes structures s'effondrent. Mais tu verras aussi que c'est le seul lieu où tu ne joues plus de rôle, où tu n'as plus besoin de masque, où tu peux penser librement, froidement, sans chercher à plaire ni à séduire. La solitude devient alors une forge, une matrice, un espace sacré. Ce paradoxe est douloureux, car il exige de perdre du confort social. Mais il est vital, car personne ne devient stratège entouré de bruit. Tous les grands esprits se sont isolés, pas par misanthropie, mais par nécessité. Tu ne peux pas penser avec précision quand tu es envahi. Tu ne peux pas bâtir un plan de domination quand tu es captif du regard des autres. Tu dois t'arracher à la foule pour devenir lisible à toi-même. Et c'est dans cette lucidité, nue, glaciale, solitaire, que commence le véritable règne. Ce n'est pas une punition, c'est une élection. Comprendre ne suffit pas. Si tu veux devenir maître de toi-même, tu dois passer à l'action invisible. Car penser froidement exige une rééducation complète de ton esprit. Chaque discipline que tu vas découvrir ici n'est pas une simple technique. C'est une incision mentale, un mouvement volontaire qui coupe avec la foule et t'élève vers la souveraineté intérieure. La première discipline de l'esprit que tu dois instaurer, c'est la neutralisation du dialogue intérieur. Tant que tu penses en boucle, tu restes captif de ta propre agitation. Ton esprit bavarde, commente, juge, projette. Et dans ce vacarme, aucune pensée stratégique ne peut naître. Le leader froid commence par faire taire la voix en lui. Il n'éteint pas ses pensées, il les observe sans s'y attacher. Il laisse passer les flux mentaux comme des nuages qu'on regarde sans les suivre.
Cette discipline exige de l'entraînement. Chaque jour, isole-toi. Ne fais rien. Ne parle pas. Ne cherche pas à comprendre. Observe. Dès qu'une pensée surgit, ne la nourris pas. Ne la combats pas non plus. Laisse-la mourir de faim. Tu verras qu'après quelques instants, ton esprit devient un lac. Et dans ce lac silencieux, les vérités profondes apparaissent. Les décisions claires surgissent. Le vide devient fertile. Cette neutralisation du dialogue intérieur est une arme absolue, car la majorité des gens sont gouvernés par leurs pensées automatiques. Leurs décisions ne viennent pas d'eux, mais de leur bruit mental. En te libérant de ce bavardage, tu reprends le trône intérieur. Tu ne réagis plus, tu choisis. Tu ne cherches plus à convaincre ton esprit. Tu l'alignes. Chaque fois que tu sens l'agitation monter, retourne au silence. Chaque fois que tu es sur le point de réagir, écoute-toi penser. Puis, cesse d'écouter. Ce n'est pas une méditation spirituelle. C'est une opération stratégique. Tu coupes le courant. Tu récupères l'énergie. Tu t'observes. Et dans cette observation froide, tu redeviens maître de toi. Sans cette première discipline, toutes les autres échouent. Car un esprit agité ne peut pas construire un empire. Il se dissout dans le tumulte. Mais un esprit qui a appris à se taire devient une arme silencieuse, tranchante et redoutée. La deuxième discipline de l'esprit que tu dois appliquer, c'est la fixation d'un horaire de solitude obligatoire. Dans un monde qui te presse de rester connecté, visible, réactif, le détachement devient un acte révolutionnaire. Tu dois choisir un moment, chaque jour, où tu disparais. Sans téléphone, sans voix, sans public, juste toi face à toi. Cette solitude programmée n'est pas un luxe, c'est une nécessité mentale. Car c'est dans le retrait que l'esprit se réorganise. C'est dans l'isolement que tu entends ce que tu refoulais. C'est dans le vide que tes vraies décisions surgissent. Le leader froid ne s'autorise pas à être constamment disponible. Il crée une frontière invisible entre le monde et sa pensée. Il préserve des plages de silence comme un territoire sacré. Ce n'est pas un moment pour rêvasser. C'est un moment pour structurer, pour réinitialiser, pour observer. Fixe cet horaire comme une loi non négociable. Qu'il pleuve, qu'on t'attende, qu'on t'interpelle, tu disparais. Pas pour fuir, mais pour te reconstruire. L'agitation du monde est une drogue, la solitude est ton antidote. Et tu verras qu'en honorant cette routine, tu te détaches. Tu n'as plus besoin d'être au centre. Tu n'as plus besoin d'être vu. Tu deviens un satellite, libre de gravité selon ta propre orbite. Cette discipline te protège du conditionnement collectif. Elle t'oblige à ralentir, à réfléchir, à décider sans pression. Chaque leader qui pense froidement a ce rituel. Il se retire avant d'agir. Il coupe avant de parler. Il se vide avant de bâtir. Ce rendez-vous avec toi-même devient ton conseil secret, ton lieu d'alignement, ta salle de guerre mentale. Et plus tu le respectes, plus ton aura se transforme, car ceux qui se retirent deviennent rares, et ceux qui sont rares deviennent précieux. La troisième discipline de l'esprit que tu dois ancrer, c'est la réponse différée. On t'a habitué à répondre vite, à donner ton avis, à réagir immédiatement. Mais chaque réponse précipitée est une perte de pouvoir. Celui qui pense froidement prend le temps. Il ne se précipite jamais. Il laisse la question reposer. Il laisse la provocation s'éteindre. Il laisse l'émotion tomber. Et quand il parle, il tranche. Cette discipline demande de la force, car tout incite à réagir. La colère, l'ego, la peur du silence. Mais plus tu diffères ta réponse, plus tu reprends le contrôle. Même dans le quotidien, tu lis un message, mais tu n'y réponds pas tout de suite. Tu entends une attaque, mais tu ne t'expliques pas immédiatement. Tu ressens un trouble, mais tu n'agis pas dans la confusion. Tu prends un pas de recul, tu examines, tu respires, puis tu choisis. Et ce choix, froid, clair, ajusté, a 10 fois plus d'impact qu'un réflexe. Celui qui réagit vite s'affaiblit. Celui qui répond lentement se solidifie. Car le silence avant la parole est une arme. Il crée du poids, de l'attente, de l'intensité. Et surtout, il t'épargne les regrets. Tu veux dominer les situations? Apprends à répondre après le tumulte,
apprends à faire durer le vide. Cette discipline, au début, te semblera inconfortable. Tu seras tenté de justifier, de clarifier, de corriger. Résiste. Chaque minute que tu gagnes avant de parler est une minute de puissance accumulée. Et un jour, tu verras que ton silence devient plus tranchant que ta parole. Tu n'as plus besoin de dire grand-chose. Tu dis peu, mais juste. Tu frappes peu, mais fort. Penser froidement, c'est répondre à ton propre rythme, pas à celui du monde. Et cette lenteur choisie devient ta première forme de domination. La 4e discipline de l'esprit que tu dois pratiquer, c'est la rédaction quotidienne d'un journal de détachement. Chaque soir, tu prends quelques minutes pour écrire ce à quoi tu refuses désormais de t'attacher. Une parole blessante, une attente inutile, une peur revenue, un doute intérieur. Tu les écris, tu les observes, puis tu les libères. Tu ne gardes rien, tu purges ton esprit, tu fais le ménage. Cette discipline transforme le chaos mental en lucidité froide. Car tant que tu accumules sans traiter, tu te charges. Tu perds en clarté. Tu deviens réactif, fragile, alourdi. Mais en écrivant ce que tu refuses d'emporter avec toi, tu coupes les liens invisibles. Tu redeviens léger, stratège, aligné. Ce journal n'est pas sentimental. Ce n'est pas un espace de plainte. C'est un territoire d'épuration. Tu notes avec précision ce qui ne mérite plus ton énergie. Tu le regardes en face. Puis tu l'abandonnes. Tu acceptes de ne plus lutter contre tout. Tu acceptes de ne plus tout comprendre. Tu acceptes que certaines choses n'ont plus besoin d'exister en toi. Et tu les déposes, comme un guerrier qui nettoie son armure. Cette pratique, au fil des jours, crée une mémoire du détachement. Elle t'apprend à voir sans t'accrocher, à vivre sans t'alourdir, à penser sans t'empoisonner. Le leader froid ne laisse rien traîner dans son esprit. Il trie, il élimine, il respire dans le vide, et c'est dans ce vide qu'il bâtit ses plans. Ce journal est un outil de puissance. Il te désintoxique du bruit. Il te forge une pensée limpide. Et il te rappelle chaque soir que tu es libre de ne rien retenir. La 5e discipline de l'esprit que tu dois instaurer, c'est l'effacement volontaire de ta présence sociale pendant un cycle. Coupe les réseaux. Ignore les flux. Ne publie rien. Ne réponds plus. Deviens invisible pendant quelques jours, voire quelques semaines. Tu verras à quel point ce retrait provoque plus d'effets que 1000 apparitions. Car le monde s'habitue à ton bruit. Il te consomme, il t'épuise. Mais quand tu disparais, tu redeviens énigmatique, inclassable, incontrôlable. Cette discipline est difficile car elle touche l'ego, elle le prive de réactions, de likes, de preuves. Mais justement, c'est cette privation qui purifie. Tu arrêtes de chercher un retour. Tu retrouves ton axe. Tu n'as plus besoin d'exister pour les autres. Tu existes pour bâtir, pour réfléchir, pour te fortifier. Ce retrait n'est pas une fuite, c'est une régénération. Tu arrêtes d'être visible pour redevenir solide. Tu redeviens rare. Et tout ce qui est rare devient puissant. Ce silence, d'abord inconfortable, devient une respiration. Un champ vide où ta pensée se réorganise, où tes priorités se réajustent, où ton aura se recharge. Le monde oubliera peut-être ton absence. Mais toi, tu sortiras de ce silence comme un autre homme. Tu parleras moins, mais chaque mot aura du poids. Tu reviendras sans avoir besoin d'expliquer. Tu n'auras pas perdu du terrain, tu en auras conquis à l'intérieur. Et c'est cette conquête que rien ne pourra t'enlever. Car l'homme qui peut s'effacer sans se dissoudre possède un pouvoir que les autres ne comprendront jamais. La 6e discipline de l'esprit que tu dois imposer à ton système mental, c'est le refus intérieur de te plaindre. Cela peut sembler anodin, mais la plainte est une fissure invisible dans ton architecture psychique. Elle donne à l'extérieur un accès à ta vulnérabilité. Elle signale que tu cherches un sauveur, une oreille, un écho. Mais le leader froid ne se plaint jamais, même dans l'effondrement. Il constate, il analyse, il agit, mais il ne verse aucune parole dans le puits des lamentations. Cette discipline ne concerne pas seulement les mots, elle concerne l'attitude intérieure. Tu peux ne rien dire, et pourtant te plaindre dans ta tête, t'indigner silencieusement, t'apitoyer mentalement. Cela aussi doit cesser, car chaque plainte, intérieure ou extérieure, est une fuite d'énergie, une perte de pouvoir, un geste de reddition.
La discipline que tu dois intégrer, c'est celle du silence lucide. Tu ne cries pas ta douleur, tu la transfigures. Tu ne racontes pas ton échec, tu l'intègres. Tu ne quémandes pas d'écoute, tu construis ton recul. Et tu verras que plus tu retires la plainte de ton système, plus tu deviens dense. Les autres sentiront que tu ne cherches ni pitié, ni explication. Ils verront en toi quelqu'un de fermé, de froid, peut-être. Mais cette fermeture les forcera à te respecter. Car ce monde n'écoute pas vraiment. Il se nourrit de ton exposition. Si tu veux redevenir maître de ta trajectoire, commence par t'interdire la plainte. Remplace-la par l'observation, par la décision, par l'élévation. C'est un exercice brutal au début, car tu te sentiras seul. Mais cette solitude est une purification. Elle lave ton esprit de la dépendance affective. Et un jour, tu comprendras que tu n'as jamais eu besoin d'être compris, tu avais juste besoin de te discipliner. La 7e discipline de l'esprit que tu dois pratiquer en secret, c'est l'exercice quotidien du scénario inverse. Chaque soir, prends un événement que tu as vécu et retourne-le mentalement. Imagine que ce qui t'a blessé était une bénédiction, que ce qui t'a échappé était un piège, que ce que tu as raté t'a sauvé. Ce n'est pas du positivisme naïf, c'est un entraînement au recul. Tu apprends à voir les événements depuis un autre angle, froid, déconnecté de l'émotion brute. Cette discipline forge une pensée stratégique, car l'esprit qui ne voit qu'une seule version de la réalité devient prisonnier de ses propres conclusions. Mais celui qui s'entraîne à renverser les perspectives développe une liberté rare. Il n'est plus esclave du visible. Il regarde plus loin. Il devine ce que d'autres ne voient pas. Il transforme la perte en gain, le rejet en redirection, l'échec en filtration. Ce n'est pas de la consolation, c'est de l'alchimie mentale. Tu regardes ton passé avec distance, tu prends les coups et tu les reconfigures. Tu refuses de rester figé dans une version unique des choses. Et tu verras qu'au fil du temps, ton esprit devient plus fluide, plus souple, plus intelligent. Tu n'es plus traumatisé par ce qui t'arrive. Tu n'es plus figé dans le récit de la victime. Tu deviens narrateur. Tu transformes le vécu brut en matière stratégique. Et cela change tout. Le monde ne peut plus te blesser de la même manière. Car même dans le chaos, tu cherches l'angle caché. Tu n'as pas besoin d'avoir raison. Tu veux juste avancer avec lucidité. Cette discipline du scénario inverse n'est pas un jeu. C'est une construction lente d'un esprit insubmersible. Et plus tu la pratiques, plus tu ressembles à ces esprits que rien ne détruit vraiment. Ceux qui tombent sans bruit, mais se relèvent avec un sourire glacé. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton esprit refuse la médiocrité. Tu as compris que penser froidement n'est pas un luxe, mais une nécessité. Que dans un monde saturé d'émotions, de réactions, d'attentes, celui qui garde le silence, qui choisit ses pensées, qui dose ses réponses, règne sans faire de bruit. Ce n'est pas une question de supériorité, c'est une question de survie mentale. La foule pense en masse. Elle ressent, elle s'agite, elle s'épuise. Mais toi, tu n'es plus cette foule. Tu es en train de devenir autre chose. Un être stratège, calme, opaque. Tu ne cherches plus à convaincre. Tu imposes sans parler. Tu ne veux plus être aimé. Tu veux être respecté. Tu ne veux plus tout ressentir. Tu veux voir clair. Et c'est ce regard froid, cette lucidité tranquille qui devient ta plus grande arme. Machiavel n'a jamais voulu créer des monstres. Il a simplement montré la vérité. Celui qui pense avec détachement devient libre. Libre de décider sans passion. Libre d'agir sans dépendre. Libre d'avancer sans permission. Si ce message résonne en toi, alors ne l'oublie pas. Tout ce que tu as appris ici ne vaut rien si tu ne l'incarnes pas. Le monde n'a pas besoin d'un penseur supplémentaire. Il a besoin d'un esprit glacé, capable de trancher dans la confusion. Maintenant, c'est à toi. Disparais, pense, reviens, et laisse les autres deviner comment tu as changé.